Voilà, mais nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures ou peut-être 5 minutes. Je vous salue, merci d'être aussi fidèle. On va recevoir dans un instant Daniel Dulac, le président de la commission sport du conseil départemental. Bonjour. Bonjour. Un peu plus tard, on va recevoir Joël Damas, c'est une autrice, comme on dit. Elle vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Chronique de mes renaissances, un livre particulier qu'il faut absolument avoir lu. Mathilde Sinéus, elle est manager au pôle de travail social de la CAF. Elle sera avec nous pour nous expliquer comment on peut bénéficier du dispositif de la CAF. Et puis on va terminer avec Marilène Ferdi, directrice opérationnelle du campus Luminant. Ce sera le journal du campus. Sinon, Anne Iman est de retour. Bonjour. Bonjour Dani. Ça va? Tous très bien. Bien voyagé? Oui, bien. La Guadeloupe ne t'a pas trop manqué? Oh, bon, on est bien ici quand même, franchement. Bon, d'accord. Il n'y a rien à dire. Alors, l'actu aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, on va parler de Pointe-à-Pitre et de l'incendie qui a eu à nouveau lieu malheureusement, voilà, qui a subi les flammes. 5 à 6 bâtisses ont été détruites. On parlera de ce sujet ainsi que de la réaction du maire de Pointe-à-Pitre. Il sera aussi question de l'hommage rendu à Cédric Cornet, donc, qui a eu lieu ce samedi suite à plus d'un mois de son décès et de ses funérailles. Un hommage a été rendu avec différents artistes. On reviendra aussi sur le village santé organisé par Cap Excellence, donc je m'occupe de ma santé, destiné à mettre la population au courant des différents dispositifs de prévention et dépistage en matière de santé. On viendra aussi sur l'élection de Miss Sainte-Anne avec Aurélie Aramon-Kichenin, qui est donc la nouvelle Miss Sainte-Anne, 20 ans après 20 ans d'absence pour cette élection. Ce sera l'occasion de revenir sur cette belle cérémonie, ainsi que sur la compétition de pétanque Timoun Caraïbes, voilà, sur le moule. Il sera une question de... Et on ira aussi à Paris avec Maurice Cessé, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. D'habitude. Alors, je l'ai dit, on va recevoir Daniel Dulac, qu'on avait reçu il y a quelque temps, c'était juste avant le lancement de la compétition de ce que j'avais appelé la petite Coupe du Monde des jeunes. Alors, on est déjà à l'heure du bilan? Bien, la compétition est terminée, effectivement, nous sommes à l'heure du bilan. Donc cet après-midi, nous avons la réunion de débriefing pour voir ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché, pour voir aussi déjà l'événement pour l'année prochaine. Alors justement, c'est bien pour ça que vous êtes là. Qu'est-ce qui a bien marché? On va le pas marché, on verra après. Oui, ce qui a bien marché, je pense, c'est la satisfaction des gamins d'avoir pu se mesurer à ce qui se fait de mieux par ailleurs. Ce qui a bien marché aussi, c'est le succès populaire qu'a eu cette manifestation. Donc, la finale a beaucoup intéressé les gens, apparemment. Bien, la finale, oui, puisqu'on a même dû à un certain moment fermer l'accès aux tribunes, puisque c'est vrai que c'était quelque chose qui intéresse finalement les Guadeloupéens, puisque... Oui. Il y a eu un niveau de compétition relativement élevé, donc oui. Les Guadeloupéens se sont intéressés, ceux qui aiment le football se sont intéressés particulièrement à cette belle finale entre l'équipe de Lyon et l'équipe de l'Inter Miami. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour nos jeunes de US16? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui a fait défaut? Mais moi, je pense que ce qui fait défaut, c'est certainement le manque de préparation dans un premier temps. Et bien entendu, nous avons... Le manque de préparation? Oui, on va considérer que ça, puisque les gamins qui sont... Puisque c'est un tournoi de centre de formation, il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc, les gamins que nous essayons de mettre ensemble sur cette compétition des sélections de communautés d'agglo, il leur faudrait certainement un peu plus de temps pour se retrouver et apprendre à jouer ensemble. Puisque c'est les meilleurs de chaque territoire. Donc, maintenant, il leur manque... cette partie-là. Et puis, nous avons constaté aussi effectivement, nous avons peut-être aussi des soucis pour la préparation des gamins pour qu'ils puissent atteindre ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que nous allons nous rapprocher de la Ligue guadeloupéenne de football pour réfléchir ensemble comment venir en aide à notamment le CFA, qui a ce qui se fait de mieux sur notre territoire, de façon à ce que ces gamins-là puissent un jour pouvoir challenger ces centres de formation qui viennent de l'extérieur. Quand je vous écoute, j'ai envie de faire une remarque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne dis pas la Ligue, je ne vais pas critiquer la Ligue à ce niveau-là, mais ça veut dire qu'on n'a pas encore compris que ces jeunes sont l'avenir de demain et que souvent dans des grandes équipes, des jeunes commencent à 16-17 ans. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que le tournoi d'ailleurs, à l'époque c'était un tournoi U16, nous l'avons mis à U16 puisque nous considérons que les gamins arrivent à maturité pour pouvoir éventuellement taper aux portes des équipes professionnelles. Donc ces gamins de 16 ans-là, donc maintenant ils sont mûrs, donc maintenant c'est à nous de voir, puisque je pense qu'en tant qu'homme intelligent, nous savons effectivement qu'ils nous montrent des infrastructures assez souvent sportives au niveau de notre petite Guadeloupe. Donc nous allons faire en sorte, puisque le président Losbar à son arrivée a bien précisé aux communes qu'il était là pour les aider dans le cadre d'équipements sportifs. Nous avons aussi, dans le cadre de cette année olympique,
le ministère des Sports a décidé aussi d'équiper les départements d'équipements sportifs. Donc nous allons réfléchir à tout ça. Et d'ailleurs, nous avons commencé à le faire puisque nous avons mis en place avec la Ligue guadeloupéenne de football une convention d'objectifs qui va être signée, je crois, dans 2 semaines. Et bien sûr, cette convention d'objectifs, de montant de 350 000 €, nous allons accompagner la Ligue pour pouvoir justement mettre l'accent sur la formation des jeunes. Cette formation des jeunes, c'est faire en sorte que le CFA, le Pôle Espoir ait des moyens de pouvoir détecter, de mettre en place une formation cohérente pour ces gamins-là, de façon à ce qu'ils puissent atteindre ce niveau-là, puisque les gamins se sont bien rendus compte, pour des gamins du même âge, ils sont quand même un petit peu éloignés en termes footballistiques. Je ne parle pas en termes de niveau technique, etc., mais en termes footballistiques. Apprendre à jouer ensemble. Et c'est vrai que sur cette partie-là, nous allons progresser énormément, mettre des moyens à disposition de la Ligue, mettre des moyens à disposition des éducateurs, puisque c'est eux qui vont former ces jeunes-là, de façon à qu'on puisse atteindre ce niveau-là. Et ce n'est pas un niveau qui est inatteignable. Alors, est-ce que, je pose la question quand même, puisqu'au niveau footballistique c'est important, est-ce qu'on a les formateurs qu'il faut, le niveau qu'il faut au niveau formateur? Mais vous savez, nous avons en Guadeloupe quelques personnes qui sont bien, des BE2 par exemple, des brevets d'État numéro 2, c'est des gens qui sont bien formés, qui sont aptes à former ces jeunes. Donc après, c'est quels sont les moyens qu'il leur faudrait éventuellement, à part les moyens, effectivement, on a parlé tout à l'heure des infrastructures qu'il faudrait, donc c'est quels sont les moyens qu'il leur faudrait pour faire en sorte qu'ils puissent mettre toutes leurs connaissances à disposition de ces jeunes-là. Oui. Et c'est là, il va falloir réfléchir dessus. Alors, puisque s'il faut mettre en place des plans de formation justement pour ces éducateurs-là, il va falloir y venir. Justement, j'allais poser la question. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec les entraîneurs que vous avez rencontrés de l'Ajax, de Havre, de Monaco, enfin des équipes qui étaient là? Tout à fait. Nous avons mis le premier jour, enfin la veille du démarrage du tournoi, il y a une session de formation de la part des équipes qui sont arrivées pour nos éducateurs qui accompagnaient nos jeunes sélections, qui s'est très bien passé à l'hôtel. Et moi-même, j'ai appris des choses. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, le Brésil, ils sont même au niveau amateur comme nous, hein, ils ne sont pas encore professionnels. Il y a déjà, par exemple, ils parlaient d'hygiène alimentaire. Donc, d'hygiène alimentaire, c'est vrai que nos gamins, pour l'instant, on n'en parle pas d'hygiène alimentaire. Donc, moi, j'ai vu des exemples. Hein. Pendant le tournoi, les équipes ne buvaient que de l'eau. Chez nous, on boit du coca. Donc, c'est pour vous dire de l'ordinaire, en plus. Oui, c'est pour vous dire que nous, il faudrait peut-être reprogrammer, puisque ça ne vient pas forcément que du football. Hein. Je pense que c'est pour tout le sport. Et reprogrammer nos gamins pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On sait que le sucre n'est pas trop bon, mais on en consomme énormément. Donc, il faut essayer. Donc, cette communication-là passe par le sport, mais passera aussi par d'autres biais. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir à un moment donné une relation avec les parents? Forcément, puisque on le voit, on a des soucis. Nous avons des familles actuellement déstructurées en Guadeloupe. Donc, ça pose le problème dans le sport, mais ça pose le problème social même de notre pays. D'une manière générale. Oui. D'une manière générale. Donc, forcément, il va falloir qu'on arrive là. C'est vrai que j'entends beaucoup les débats sur le fait de confiner ou pas les enfants à partir de 20h à domicile. Ben, vous savez, moi, j'écoute et je regarde, j'observe. Et en fin de compte, si on revient peut-être 20 ou 30 ans en arrière, on n'avait pas ces difficultés-là. Donc, on se retrouve face à des difficultés qui sont peut-être nouvelles, mais il va falloir trouver des solutions. Parler avec les parents, puisque c'est quand même important. Un gamin de 15 ans qui n'est pas couché à 20h, 21h, c'est un gamin demain qui est perturbé à l'école. Oui. Donc forcément, il va falloir trouver des solutions. Peut-être pas dire qu'ils ne peuvent pas sortir, mais trouver des solutions pour que les parents puissent prendre conscience qu'un gamin de 15 ans ou de moins de 15 ans doit être au lit à cette heure-là. Monsieur Dulac, ça fait quand même beaucoup de problèmes. Alors, problème d'infrastructure, problème de formation, problème alimentaire, problème footballistique, ça fait beaucoup quand même, c'est un gros dossier. Vous savez, on a vous avez soulevé là... oui, mais on met le doigt dessus, c'est vrai, on a mis le doigt dessus. Maintenant, c'est à nous de nous réunir, puisqu'il y a des possibilités de pouvoir résoudre ces différents types de problèmes. Nous avons l'intelligence, je pense, et nous avons aussi, nous aimons nos enfants, nous avons faire en sorte que, puisque j'entends des gens dire que nos gamins sont attirés par tout ce qui brille, tout ce qu'ils voient. Mais c'est tout à fait normal, puisque les gamins d'extérieur aussi. Mais simplement, à cet âge-là, maintenant, on doit se fixer des objectifs. Un gamin de 15 ans qui veut être un footballeur professionnel doit se fixer cet objectif-là. Oui. Et qui dit fixer objectif, dit sacrifice. Donc c'est là qu'il faut cultiver ça chez nos gamins pour que celui qui arrive très loin à l'école a fait des sacrifices durant son enfance, durant son adolescence. Mais pareil, inculquer ça à nos enfants. Vous aimez du foot, vous voulez arriver à un très haut niveau, il y a des sacrifices à faire. Les gamins, j'ai discuté un petit peu avec les gamins du Havre qui étaient là.
ils me disent que c'est difficile, puisque c'est strict. Hein, l'entraîneur Marcel... Oui, mais ce sont des équipes professionnelles quand même. Mais la structure, mais quand les gamins arrivent, ils ne sont pas encore pros. Oui, oui. Donc la structure qui est mise en place, et puis justement les accompagner. Nous avons un centre de formation en Guadeloupe. Le CFA, c'est un centre de formation. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on est capable maintenant de savoir, est-ce qu'on peut mettre toutes ces structures en place, tous ces éléments en place, pour que nos gamins, pas qu'un ou deux soient retenus chaque année au niveau dans un centre de formation, mais sur plusieurs, puisqu'ils ont du talent. Donc maintenant, c'est à nous de réfléchir, à se mettre ensemble, toutes les matières grises, et à se dire ce qu'on veut pour notre sport. Alors quand même, parmi tous ces jeunes Guadeloupéens qui étaient dans les équipes guadeloupéennes, il y a quand même des petites pépites, comme vous avez remarqué. Mais vous savez, oui, puisque je ne suis pas un spécialiste du football, mais j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message le vendredi pour me dire, ça y est, on est en contact avec 4 gamins. Moi, je ne vais pas les citer. Voilà, on est en contact avec 4 gamins pour ce centre de formation-là. Il y a un autre club qui m'a dit, mais j'en ai repéré 2 que je vais rentrer en contact avec leurs parents pour voir. Donc, vous voyez qu'il y a ce tournoi a cet avantage de pouvoir permettre justement à ces petits jeunes qui ont du potentiel de pouvoir déjà se consacrer éventuellement à leur passion qui est le football. Alors, juste un petit retour en arrière. Par rapport à l'année dernière, est-ce qu'il y a quand même une progression ou bien une stagnation au niveau, que ce soit au niveau de l'organisation, au niveau du contenu de cette manifestation? Vous savez que moi, je considère que ce tournoi évolue chaque année. C'est vrai que l'année dernière, il y a un niveau qui avait été atteint. Et puis cette année, j'étais à côté des gens du football et j'ai entendu dire que quand on voit par exemple un match Ajax-Lyon, c'est un match qui a été d'un niveau d'engagement et footballistique extraordinaire. Donc ça veut dire qu'il y a même des gens qui me disaient que notre R1 n'atteint pas ce niveau-là tout le temps. J'allais vous poser la question. Voilà, donc moi je parlais avec des gens qui connaissaient le football, des formateurs, des entraîneurs, etc. Donc ça veut dire qu'il nous reste du travail à faire. Oui. Nous avons des gens qui sont formés. Donc maintenant, c'est trouver la passerelle pour que les gens qui jouent au foot, les gens qui font du foot leur passion, puissent atteindre ce niveau-là. Alors, vous m'avez dit qu'il va y avoir une réunion dans les jours qui viennent. Mais la réunion, ce n'est pas dans les jours qui viennent, c'est cet après-midi. Ah, cet après-midi, carrément. Oui. On met en place le débriefing pour voir, effectivement, pour mettre le doigt sur les failles qu'il y a eu aussi dans l'organisation, parce que parfois, il y a des failles dans l'organisation, pour que ça n'arrive plus. Alors, il reste un dernier maillon à resserrer, c'est la participation du public quand même aussi. Oui, mais vous savez, moi, le public a été quand même présent. Moi, j'ai été même étonné le jeudi, puisque je me dis que les gens travaillent. Le jeudi matin, on n'aurait eu personne. Et j'ai été étonné de voir la plaine Grand Camp, le stade de Cap-Esther, où on avait plus de 200 à 300 personnes en tribune. Ce qu'on ne voit pas pour nos championnats réguliers. Absolument. Donc, il faut se dire que, bon, peut-être qu'en montant le niveau, les gens étaient intéressés peut-être par le nom ronflant de certaines équipes. Hein, l'Ajax d'Amsterdam, Fluminense du Brésil, l'Inter Miami. Mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir de voir que le public se déplace pour ce type de manifestation. Donc vous êtes optimiste pour l'avenir? Nous sommes optimistes. Là, maintenant, il faut se projeter et se dire qu'on peut aller plus loin dans l'organisation. Nous avons eu des gens de la FIFA qui nous ont dit que ça, c'est très bien, il faut le maintenir, puisque ça équivaut à pratiquement une Coupe du Monde des jeunes. Oui, donc, de maintenir ce tournoi et d'essayer de l'améliorer. Donc, cette année, par exemple, on n'avait pas d'équipe asiatique, mais on a déjà été contacté par des équipes asiatiques, la Corée et la Thaïlande. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, on aura une équipe asiatique dans le tournoi. Ce qui donnera qu'on puisse se cacher international tournoi. Alors, j'ai vu dans un match paraître le drapeau de la Guadeloupe. Bon, alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une équipe de la Guadeloupe un jour? Parce que là, pour l'instant, non, mais parce qu'on a réfléchi, parce que on aurait pu mettre effectivement, puisqu'on a réfléchi même cette année à mettre une équipe de Grande Terre, une équipe de Basse Terre et le CFA. Mais on s'est dit que c'est vrai que tous les gamins de toutes les zones, c'est élargir le tournoi à beaucoup plus de gamins possible. Donc c'est pour ça que je vais vous dire quelque chose qu'on a décidé pendant le tournoi et qu'on va essayer de mettre en place cet après-midi, de mettre en place un challenge collectivité, de septembre jusqu'à avril, chaque vacances scolaire, pour que ces jeunes de chaque communauté d'agglo puissent se réunir, se confronter et faire monter le niveau. Donc on va mettre ça en place. Donc il y aura à peu près 6 regroupements d'ici jusqu'au mois de mai de l'année prochaine. C'est un véritable championnat que vous avez fait là. Mais c'est un challenge, puisqu'il va falloir, puisque les gamins, il ne faut pas l'oublier, sont quand même dans leur championnat, dans leur club. Donc les regrouper aux vacances scolaires de façon à pouvoir faire en sorte qu'ils apprennent à jouer ensemble et que le niveau puisse monter. Parce que je vous pose la question, pourquoi? Parce que, bon, vous savez, à la Coupe du Monde qui se fait bientôt,
pas la Coupe du Monde, JO, Oui. il y a des équipes nationales avec des jeunes, Ça, beaucoup de jeunes. Oui, Alors est-ce qu'on peut espérer un jour que ce fameux tournoi va arriver à nous donner une petite équipe nationale guadeloupéenne? Mais vous savez, on ne pourra pas participer directement au JO, vous le savez, puisqu'on est en débat. Donc il va falloir, oui, mais il va falloir peut-être qu'on va envoyer un maximum de jeunes dans, voilà, dans ces trouver une voilà, façon, parce que j'ai vu des jeunes afro-descendants, comme on dit, dans toutes les équipes, là, pratiquement, françaises. Vous avez vu l'Inter Miami, il y avait plus de la moitié. Vous avez vu l'Ajax, il y avait plus de la moitié. Donc ça veut dire que nos afro-descendants sont présents partout. Une dernière question, ça veut dire que, est-ce que nos jeunes, quand ils ont appris les confrontations, ils sont plus motivés, ils sentent maintenant qu'il faut un petit manœuvre là? Mais il y a un petit jeune qui est venu me voir vendredi soir et qui m'a dit Monsieur Dulac, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous pour qu'on puisse atteindre ce niveau-là? Je leur ai dit on va réfléchir. Oui. Ça ne dépend pas que de vous, ça dépend de nous aussi, à savoir comment vous faire atteindre ce niveau-là. Oui. Parce qu'eux aussi, regardent, ils se rendent compte que l'écart qu'il y a entre un gamin de 15 ans qui sort de Miami ou de l'Ajax et un gamin de 15 ans de Guadeloupe. Ils se rendent compte de ça. Et surtout, ne pas oublier, parce que moi, les gamins ont été tellement intéressés qu'ils sont venus plusieurs fois me voir pour me dire qu'il faut maintenir. Oui. Parce que j'avais entendu dire des gens, ouais, mais pourquoi on fait venir des équipes qui sont trop fortes pour les nôtres? Oui. Non, ça nous permet simplement de voir l'écart de travail qui nous reste à accomplir pour atteindre ces niveaux-là. Monsieur Dulac, merci. J'imagine qu'on commence déjà à penser à l'année prochaine. Dès cet après-midi. Dès cet après-midi. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Il est déjà 12h51. On retourne à l'actualité avec Iman News. Bonjour encore. Oui, bonjour. On va parler de l'incendie de Pointe-à-Pitre qui a eu lieu hier. Malheureusement, plusieurs habitations de la rue Peignet ont été en proie aux flammes et les pompiers, depuis 11h, ont essayé de circonscrire ce sinistre avec 5 à 6 bâtisses qui ont été détruites, dont l'école maternelle et l'ancienne maison Fourier qui avait déjà subi un incendie en 2019. On va voir un reportage de Max Morel qui a pu récupérer la réaction du maire de Pointe-à-Pitre. J'étais à la fête patronale de Petit Canal. Au moment où c'était mon tour de faire mon allocution, j'apprends que Pointe-à-Pitre est encore en feu. Donc vous comprenez bien que j'ai détalé, quitté Petit Canal et me suis rendu sur place. Et ce que j'ai vu, c'était un spectacle vraiment de désolation, et j'étais particulièrement touché car selon toute vraisemblance, le départ du feu, c'est dans un immeuble où j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance. On appelle la maison de Montvévet, et il n'y a pas plus de 3 semaines, je mettais encore en demeure les copropriétaires indivis de faire ce qu'il fallait pour que cette maison ne soit pas à l'abandon. Et donc voir qu'à partir d'un état de négligence, certainement, puisqu'il y a certainement des gens qui squattent ce bien et qui probablement ont causé ce feu, car vu l'ampleur des flammes, on ne peut pas penser que cela soit accidentel. Vous savez, lorsqu'il s'agit de biens privés, nous ne pouvons pas directement dire qu'on va reconstruire ces maisons. Néanmoins, il s'agit d'immeubles qui ont une valeur patrimoniale, et donc certainement qu'il y aura des circuits d'aide pour reconstruire à l'identique, et aussi les assurances qui vont devoir jouer. Et nous allons, nous, avec le ministère public, chercher à savoir d'où vient ce problème et quelle est cette main probablement criminelle qui cause ces feux, pour que chacun puisse payer aussi pour ses responsabilités. Le problème, pour l'éradiquer, c'est arriver à résorber ce qu'on appelle ces dents creuses, ces multiples bâtiments qui appartiennent à des privés et auxquels on ne peut pas toucher sans avoir l'accord unanime de tous les propriétaires. Donc il est temps que maintenant que la loi puisse réduire la dimension carrément sacramentelle du droit de propriété. Si vous êtes propriétaire et que votre bien est à l'abandon, si vous êtes propriétaire et que vous n'arrivez pas à entretenir votre bien, c'est qu'il ne vous intéresse plus, et donc la puissance publique devrait pouvoir passer à l'action. Et c'est ce que je demande, et je ne désespère pas qu'on fera un peu exception au caractère absolu du droit de propriété pour nous permettre d'agir, car on ne peut pas laisser brûler Pointe-à-Pitre comme ça. Voilà, effectivement, c'était à la rue Peignet, c'est assez désolant. Il est 2h54, on prend déjà la première pause, et on se retrouve tout à l'heure avec notre prochain invité, c'est Joël Damas, et puis on va continuer l'actualité. Merci Monsieur Dulac d'être venu, et puis bon football, et puis bon sport. De toute façon, vous reviendrez là avant le tour, j'imagine.
je reviens puisqu'il y a le Grand Prix du Conseil départemental qui Voilà. continue jusqu'au matin. Donc, j'aurai l'occasion de revenir. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Voilà, nous sommes revenus avec vous en direct du ZCL News. Je voulais dire, on va recevoir dans un instant Madame Joëlle Damas, autrice de cet ouvrage, Chronique de mes renaissances, dis-moi si tu peux. Et puis, on parlera de la CAF Azote avec Mathilde Sinéus, bonjour, tous les deux, et manager de Pôle Social Travail, et surtout, dire qui peut bénéficier du dispositif de la CAF. On revient rapidement sur l'actu avec Iman News. Oui, on va parler du dernier hommage rendu à Cédric Cornet ce samedi au Boulodrome à la Dacha. Un peu plus d'un mois après son décès, ses funérailles, une soirée publique a eu lieu ce samedi, voulue par Loïc Tonton, donc, qui est le nouveau président de la CARL. On va faire un petit retour sur cet événement avec Nicolas Le Sieur. Cédric était un véritable leader, toujours combatif. Il voulait faire avancer ses projets qui lui tenaient à cœur. Et il en parlait sans arrêt. Sa vision, sa ténacité et sa détermination ont été des valeurs primordiales. C'est une soirée qui est, en tout cas à première vue, chargée en émotions. Je suis le premier à le dire. Toutes les personnes que j'ai croisées, toutes les personnes que je viens de voir ont les larmes aux yeux, les personnalités ont les larmes aux yeux. Je pense qu'il était important de le faire, puisque tout simplement parce que Cédric Cornet le méritait. C'est un homme public, mais au-delà de tout ça, l'homme qu'il était personnellement le méritait également. C'est un homme d'action, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui aimait sa population. Et je pense que nous devons faire au minimum cela, c'est lui rendre cet hommage, au moins dire à la population publiquement, malheureusement dans un contexte particulier, mais dire tout ce qu'il a fait. Tout après, donc, tout ce qui s'est passé autour de ce déballage qu'il y a eu derrière, que ce soit avant ou après son décès, nous avons décidé donc de mettre en place un hommage pour rassembler tous les amis, tous ceux qui ont eu foi en lui, tous ceux qui ont été touchés donc par ce qu'il a donné comme bonne chose. Et que ce soit donc la population, que ce soit les artistes ou que ce soit des gens de tous bords, politiques ou autres, tous sont là ce soir et sont unanimes à saluer la mémoire d'une personne remarquable, trop vite partie. J'ai invité tous les élus de toutes les communes de la CARL, également invité toutes les personnes, tous les Guadeloupéens qui le voulaient. Et il est vrai qu'au début, il n'y a pas encore forcément beaucoup de personnes, c'est normal, hein, puisqu'on a dû commencer très tôt par rapport au programme. Mais les gens viendront, puisqu'on va s'étaler un peu tard sur la soirée. Et donc, je pense que l'important, pour conclure un peu mes propos, c'est surtout que, voilà, que Cédric soit honoré à juste titre. Si m'en paix et si bon Dieu te voulait, m'en te l'écrire encore avec poussière d'eau et puis vent, pour dans étoiles, aux yeux divines, ils en au pareil. Voilà, eh bien, on va quitter Cédric Cornet, RIP, et on va parler un peu de littérature. Alors, Madame Damas, qu'est-ce que je dis? Guten Tag, good morning ou bien bonjour? Tout en même temps. Tout en même temps? Alors, j'ai lu votre livre avec plaisir, et avant même d'entrer au fond même du bouquin, c'est un bouquin biographique ou bien c'est une histoire? C'est une autobiographie. C'est vraiment biographique? Oui, vous avez vécu tout ça? Oui. Comment vous avez fait pour vous en sortir? On va dire la bonne humeur, toujours à toute épreuve, alors qu'il ne m'a pas toujours servi, comme je l'ai expliqué dans le livre, parce qu'il ne suffit pas de montrer que tout va bien. Oui. Il faut aussi se projeter et se dire, OK, la vie, c'est maintenant, on y va, on fonce. Et en fait, ça a été aussi une thérapie un peu pour moi, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements. Oui. Mais le fait de les écrire, on se rend compte aussi des fois qu'il y a des choses qu'on garde pour soi, on pense passer dessus. Oui. Et finalement, quand on en parle, on fait, OK, c'est encore là. Donc moi, ça a été d'abord une thérapie, mais avec mon humour, on va dire, naturel, j'ai essayé de rendre les choses un peu moins dramatiques, parce que c'est vrai que quand je lis des fois, on me dit, ah, tu as vécu tout ça. Comment tu fais? C'est la question qui revient à chaque fois. Mais c'est vrai, moi-même, je suis étonné. Mais avant d'écrire, je ne me rendais pas compte. Qu'une jeune femme ait vécu tout ça en si peu de temps. Bon, c'est bien dit. Alors, donc voilà. Comme c'est une biographie, c'est le premier épisode alors. C'est le premier épisode, vous l'avez bien compris. Parce que j'ai pu comprendre lui au début qu'il y aura une suite ou il y a d'autres choses qui sont. Alors, suite qui n'était pas prévue. Et puis finalement, j'ai eu ce sentiment en arrivant à la fin. Je ne pensais pas que c'était la fin, je pensais continuer. C'est pas la fin, c'est à suivre. C'est à suivre en fait. Oui.
ma vie ne va pas s'arrêter là et je pense qu'il y a encore certainement d'autres épisodes. Donc, j'ai ouvert la dernière page et une ouverture à la prochaine première page, on va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est votre soeur ou votre cousine qui dit que vous avez écrit un livre en 4 semaines, c'est ça? C'est exactement ça. Oui. Comment vous avez fait? Alors, comment vous expliquer? Ça fait des années que je me dis que je vais écrire. Parce que j'ai toujours aimé petite, j'ai toujours aimé écrire. Et en fait, j'avais tendance à raconter un petit peu les épisodes qui m'arrivaient. Et j'avais à chaque fois ce retour-là, mais tu n'as jamais pensé à écrire un livre parce que tes histoires, là, franchement, c'est abracadabra. Et oui, je dis je vais. Et puis finalement, cette année, j'ai eu comme une révélation. Et puis j'ai dit, bon, prends les devants, stop, on arrête en fait on arrête de dire on va. Et je l'ai vraiment écrit en 4 semaines. À chaque fois, j'aime bien dire je l'ai vomi, en fait, parce qu'en fait, il était déjà là. Oui, et quand j'ai commencé à écrire, je ne m'arrêtais plus, en fait. C'est-à-dire, vous avez eu 4 enfants, c'est ça? 4, oui. Donc ça, c'est le 5e. C'est le 5e, c'est exactement ce que je dis. Alors, expliquez-moi un petit peu le titre. Chronique de mes renaissances, lis-moi si tu peux. Alors, titre qui a une histoire parce que j'ai voulu intituler le livre au départ « Ma vie est un roman ». Et j'ai eu contact avec une autrice que je remercie beaucoup aujourd'hui, Corinne Dossa, qui m'a dit, cherchez quand même si votre titre n'existe pas déjà. Oui. Donc j'ai cherché et je vois, premier livre que je vois, Ma vie est un roman. C'est vrai, ça existe. Voilà. Et en fait, j'avais voulu donner 2 titres, donc Ma vie est un roman et en deuxième, Chronique de mes renaissances, parce que pour moi, l'enchaînement de tous les événements que j'ai eus, pour moi, ça ressemblait un petit peu aux chroniques, aux films qu'on fait en plusieurs épisodes. Donc finalement, j'ai laissé tomber donc, le premier titre qui était déjà pris. J'ai mis donc mon deuxième titre en premier. Et en fait, vu le rythme que j'impose à mes lecteurs, parce que mon rythme, je le suis, mais quelque part, beaucoup de personnes avaient ce retour-là. Mais tout ça, ce rythme-là, j'ai voulu lancer une invitation en mettant un deuxième titre, lis-moi si tu peux. Oui, alors j'ai pu le lire. Alors l'autre chose, l'explication de la couverture. L'explication de la couverture. Dans la photo, déjà, toujours regard vers l'avenir, donc avec d'autres projets, toujours d'autres projets en tête. Oui. Mon histoire que je raconte dans un livre, c'est ça. Et en fait, le fait de toujours me relever de ce qui m'arrive en général, hein, on va dire, j'ai raconté des choses, mais je n'ai pas tout raconté. Mais j'ai tendance à toujours me sortir de la situation et de voir le côté positif et de m'en sortir, on va dire ça comme ça, et de me relever. Et pour moi, l'animal qui correspond le plus à cette vision des choses, c'est le phénix, en fait, qui renaît à chaque fois de ses cendres. Moi, j'ai envie de vous demander, c'est quoi? C'est un épisode de votre jeunesse scolaire jusqu'à votre professionnalisation, votre mariage, les enfants qui naissent, etc. Oui. C'est quoi? 20 ans de votre vie à peu près, c'est ça? Oui, on va dire ça comme ça à peu près. Enfin, 20 ans, puisque... Non, je ne vous demande pas votre âge. Je n'ai aucun problème. On va dire plus de 30 ans. Voilà. Hein? Plus de 30 ans, d'accord. Et donc, quand vous mettez, vous livrez comme ça, c'est dans quel but? C'est pour vous libérer de quelque chose ou bien pour aider les autres? Alors voilà, deux points. Écrire déjà pour raconter, oui, mais avant tout pour partager, puisque j'ai cette faculté à vouloir toujours aider les autres, et je trouve qu'à travers mon histoire, la façon dont je me relève certaines fois ou la façon dont je vois les choses peut aider. Et c'est vrai que mes lecteurs... Votre renaissance, c'est ça? Pardon? Votre renaissance. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je suis contente de voir que la plupart des personnes qui ont déjà lu ont ce retour-là en me disant « Ah, mais moi, ça m'aide à relativiser. Ah oui, mais quand même, c'est vrai qu'on aurait pu agir comme ça. » Et c'est vrai que le but aussi, c'est d'aider aussi des femmes, mais pourquoi pas des hommes, puisque je n'ai pas écrit que pour les femmes. Et quelque part, oui, aussi pour aider, puisque j'ai un projet parallèlement à ce livre qui est de faire des ateliers d'écriture intuitive. Parce qu'en fait, c'est presque une thérapie, ce bouquin. Oui, presque. Oui. Et ça a été une thérapie pour certains lecteurs, du coup, qui m'ont dit... Oui, mais même pour vous-même, ça a été une thérapie. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. On sent bien que vous aviez envie de lâcher quelque chose. De lâcher quelque chose, oui. Je pense que c'est important, parce qu'on a trop tendance à vivre des fois avec des choses du passé qui nous pèsent, et on n'arrive pas forcément à avancer. Je trouve qu'on se convainc que ça va, c'est passé, c'est du passé, mais par rapport à certains schémas qui sont déjà bien installés, on continue notre vie des fois avec des choses qui sont là. Oui. On ne sait pas qu'ils sont là, et tant que c'est pas sorti, on continue à avoir comme ça le même schéma. Alors, donc, comme c'est un bouquin sur la vraie vie, ça explique le fait que les prénoms sont seulement la première lettre que vous mettez, que les gens ne se reconnaissent pas. Alors, pour ne pas nommer tout le monde, soit je nommais tout le monde, soit je ne nommais personne. Donc j'ai décidé de façon, de mettre la première lettre.
Oui. Tout simplement. L'anecdote où on partait avec Mamie Doudou et que tu répétais Marco, c'est un petit peu ça. C'est pour les Marco ne puissent pas savoir. Moi, alors, j'ai pas dit ça comme ça, mais bon. Après, si on veut pas que les autres sachent, vaut mieux ne pas écrire. Hein. Oui. Mais sachant qu'il y a d'autres personnes impliquées quand même dans ma vie, j'ai préféré ne pas mettre les prénoms, en fait. Oui. Après, certaines personnes, c'est vraiment des anecdotes légères. L'autre chose que je remarquais, c'est j'ai envie de dire, la présentation. Pourquoi autant d'espace dans les paragraphes? On a l'impression que parfois c'est un dialogue, mais en fait, ce sont des petits paragraphes. C'est un choix volontaire, alors, c'est un choix parce que souvent, quand on lit, tout est condensé. Oui. Et moi, c'est vraiment, c'est la respiration. Mon retour de lectrice, en fait, parce que je lis énormément. Oui. Je n'aime pas les livres où tout est condensé, en fait. Donc, voilà, les espaces, plus pour respirer, parce que c'est vrai que... Oui. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. J'ai vu qu'Ernest Pépin a aimé votre bouquin. Oui. Oui. Il a lu mon premier chapitre, parce que j'ai tenu à lui... parce qu'il fait partie de mon entourage, mais j'ai tenu à lui montrer quand même le premier chapitre pour quelque part me rassurer, parce que c'est mon premier. Donc je me suis dit, pour premier chapitre, écrit, mais bon, on va pas trop loin. On lui montre déjà le premier. Et le retour que j'ai eu m'a fait plaisir, parce qu'il m'a dit, il n'y a personne qui écrit comme toi. Oui. Et il m'a dit que c'est la première fois que je vois ça. Continue. Moi aussi, hein, j'avoue. Continue. C'est une avant-dernière question. Et qu'est-ce que papa a pensé de ce bouquin? Papa est fier. Papa, que je connais bien. Papa est fier, oui, certainement. Coucou, papa. Il est fier. Il est fier parce que lui aussi a cette plume d'écrivain. Oui, il avait écrit un bouquin sur Haïti. Sur Haïti dit ça et voit ça, il avait écrit. Et on n'a jamais parlé du fait que j'avais vraiment envie d'écrire. Je disais ça comme ça. Et c'est vrai que le fait de voir que, j'ai écrit le livre très, très rapidement, que 2, j'ai fait un événement autour du livre qui est sorti vraiment de mon chapeau et qui a vraiment eu du succès parce qu'on n'avait jamais vu ça non plus. Oui. Parce que j'ai présenté tous mes extraits en musique. Oui. Avec une musique qui a appelé à l'émotion que j'avais eue avec mon extrait. Et ça a vraiment eu du succès. Et mon papa, il est fier. Maman aussi. Oui. Donc la suite est à venir. Ça y est, vous êtes écrivaine maintenant. Écoutez, si c'est ce qui m'attend, oui. On y va. On fonce. Bon, bonne chance. Merci beaucoup. Il y a une signature prévue dans les jours qui viennent? Oui, très certainement, oui. À venir. Il y a plusieurs événements à venir. Donc, je peux dire aux gens, effectivement, c'est un livre à lire. Il n'est pas épais, combien? 136, 160 pages. Alors, même les non-lecteurs le lisent, l'ont lu. Donc, même les non-lecteurs. Les personnes qui n'ont pas lu, j'ai mon cousin qui ne lit jamais. Il m'a dit, bon, je vais essayer une page. J'ai fini ça en... Je ne sais pas combien de temps, mais j'ai fini très vite. Oui, donc, ça se lit vite. Il se lit très vite et il est passionnant. Et puis, il est vraiment très riche comme expérience pour une jeune femme. Vraiment, bravo. Merci beaucoup. Continuez. Et on passe à autre chose. Il est 13h12, alors on va parler de la vie, mais la vie autrement, la vraie vie aussi, la vie de la CAF. Alors, la question, bonjour Madame Mathilde, on parle souvent de ces dispositifs dont on a besoin pour on a des difficultés. Qui peut bénéficier du dispositif de la CAF? C'est la bonne question. Oui, bonjour. Effectivement, on va parler des familles et des vacances pour les familles avec la CAF. Donc, ce dispositif a été développé dans le cadre justement de la politique d'action sociale de la CAF en faveur des familles pour les aider à concilier vie familiale et vie sociale. Donc, c'est pour effectivement aider les familles à pouvoir partir en vacances. Et ce sont les familles qui sont ciblées dans notre familles ou les enfants ou bien ensemble? La famille, c'est parents et enfants. Oui. Donc, ce premier dispositif qui s'appelle Aide aux vacances famille, c'est vraiment ciblé les familles. Donc, les familles qui peuvent en bénéficier ont été récupérées dans notre fichier allocataire. Donc, cette année, nous avons potentiellement 27 000 familles qui peuvent en bénéficier. Oui, tout à fait. Et ces familles-là sont effectivement des familles de conditions modestes au départ, qui ont un quotient familial entre 0 et 700 €. Et ces familles-là il y a des différentes tranches d'aide, bien sûr, c'est dégressif en fonction du quotient familial. Donc, plus une famille est de situation modeste, plus elle va pouvoir bénéficier de l'aide de la CAF. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure ces différences, justement. Et ce sont des familles qui ont été récupérées parce qu'elles ont des enfants à charge au sens des prestations familiales et qu'elles remplissent ces conditions de revenus. Et comment alors la CAF intervient dans ce domaine-là? Donc, on intervient au niveau de l'aide aux vacances
par le biais justement du fichier. Donc les familles ont reçu... pas les familles qui viennent à vous, c'est le contraire? Non, les familles ont reçu déjà leur notification, on les a déjà repérées et récupérées aussi dans notre fichier. Donc toutes les familles qui peuvent avoir droit ont reçu leur notification de droit dès le mois de mars et ça leur permet justement de pouvoir se projeter sur leurs vacances pour mieux s'organiser puisque nous nous adressons à des familles qui sont autonomes par rapport à ce projet de vacances. Oui. Et donc, toutes les vacances sont concernées ou bien il y a une période particulière? Donc, toutes les vacances scolaires sont concernées, puisque nous travaillons avec VACAF, qui est le centre de gestion mutualisé pour l'organisation des vacances de toutes les CAF du département, mais aussi de la France. Et donc, ces vacances-là, pour ces vacances-là, les familles peuvent s'organiser dès l'instant qu'elles ont reçu leur notification de droit. Et il y a des endroits particuliers pour... passer ces vacances Donc, pour pouvoir nous organiser nous-mêmes, nous avons mis en place un appel à projet à l'adresse des différentes structures du département, des personnes qui ont des gîtes, qui ont des bungalows, des hôteliers aussi, qui pouvaient effectivement candidater pour nous proposer leur site pour organiser ces vacances avec les familles. Et au sorti donc, de cet appel à projet, nous avons retenu 20 structures qui peuvent effectivement proposer leur site pour que les familles puissent passer d'agréables vacances. Puisqu'on peut dire aussi que les vacances, c'est vraiment un droit. Donc, toutes les familles peuvent avoir des droits. Certains pensent qu'elles n'y ont pas droit parce que leurs conditions de ressources ne leur permettent pas. Elles ne se projettent pas dans ce sens parce que pour elles, toute l'année, elles sont parfois en vacances parce qu'elles ne travaillent pas. Mais en fait, les vacances, c'est un moment de répit qu'on peut prendre avec ses enfants pour organiser des histoires familiales, pour pouvoir sortir du cadre normal et du cadre habituel. On ne fait pas emmener les enfants à l'école, mais aussi penser aussi à sortir les enfants sur le département pour avoir aussi des sorties culturelles, aller à la plage, rencontrer d'autres familles et d'autres endroits aussi en dehors du site habituel. J'ai vu quand même en Grande-Terre, il y a il y a déjà 4 sites, Anse-Bertrand, Le Moule, Sainte-Anne et Saint-François. Donc, on a effectivement des structures sur l'ensemble du département, la Grande-Terre, la Basse-Terre, mais aussi Marie-Galante et Saint-Martin. Et Saint-Martin, parce que là, il faut le dire, la CAF est encore, malgré le changement de statut de Saint-Martin, la CAF fonctionne toujours sur Saint-Martin. Tout à fait, c'est la CAF de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Effectivement, on couvre Saint-Martin. Et cette année, c'est effectivement une nouveauté. Et nous avons 2 structures de vacances à Saint-Martin. Donc, les familles de Guadeloupe peuvent aller à Saint-Martin. Et les familles de Saint-Martin peuvent éventuellement aussi venir en Guadeloupe pour passer des vacances. Oui. Alors, quelqu'un qui vous entend en ce moment, Mathilde, va se demander comment faire pour effectuer un séjour. Donc, comment faire? Donc, la famille qui a reçu sa notification de droit, donc elle peut aller justement sur notre site, le CAF.fr, sur nos réseaux sociaux pour vérifier la liste des vacances. Elle peut s'adresser à la CAF, appeler la CAF pour avoir la liste de ces structures. Et lorsqu'elle s'est justement intéressée à certaines structures, elle va les appeler pour pouvoir avoir le montant de son reste à charge. Oui. Donc, la structure va lui expliquer le montant de l'aide de la CAF en fonction de son quotient familial et l'aide qui va lui rester à sa charge à elle. Mais on va aussi on va dire aussi aux familles qu'elle peut, en amont, pouvoir récupérer aussi d'autres aides, puisqu'il y a aussi l'aide aux chèques vacances. Elle peut aussi, pour diminuer son reste à charge, bénéficier des chèques vacances. Oui. Donc, lorsque la famille se sera projetée sur son budget, voir sur quel site elle peut effectivement passer ses vacances, elle va s'arrêter sur une structure, elle va l'appeler et pouvoir faire sa réservation en versant des arts. Oui. Et cette structure donc, va bloquer sa réservation et là, elle saura qu'à partir de la date qu'elle va convenir avec la structure, qu'elle pourra partir. Ces chèques vacances, où est-ce qu'on peut les avoir? Donc, les chèques vacances, c'est une démarche que la famille, puisqu'on a dit que ce sont des familles autonomes, elle va faire sa démarche auprès de la NCV. Donc, on a la CODE, c'est une association qui effectivement représente la NCV sur le département et qui propose aux familles de pouvoir faire leur démarche par Internet aussi. Elles peuvent le faire par téléphone pour pouvoir savoir si elles peuvent bénéficier des chèques vacances. Donc, c'est en fonction des revenus de tout chacun. Que je comprenne bien, c'est toutes les vacances scolaires, c'est-à-dire aussi Noël, Pâques, Pâques, les vacances d'été et les vacances aussi de Toussaint. D'été en France? Les grandes vacances, on va dire. Voilà. Je peux faire. Oui, mais comme on parle de sites mutualisés, c'est l'été. Voilà. D'accord. Et donc, toutes ces vacances-là, et donc pour les informations, c'est toujours pareil, les réseaux sociaux de la CAF.
Les réseaux sociaux de la CAF, le travail social de la CAF, les services de la CAF. Donc, on est là pour informer les familles sur ces dispositifs. D'une manière générale, Mathilde, ça fonctionne bien? Ça fonctionne très bien, puisque nous avons eu de 2022 à 2023 une progression de 38%. Donc, je peux dire que c'est depuis 2021 que nous avons effectivement la labellisation VACAF, mais bien en amont, nous avions déjà commencé à organiser les vacances avec les familles dans le cadre de ce qu'on appelait avant les premiers séjours, les vacances en famille, etc., au niveau de la CAF. C'est-à-dire, ce qu'on fonctionnait avant, le week-end, le mercredi, on emmenait les enfants... Ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne toujours. Là, ce sont les ALSH, ça fonctionne toujours. Les centres de vacances sans hébergement. Ça n'a rien à voir avec ce dispositif-là. Ça n'a rien à voir. Une famille va partir avec ses enfants en vacances. La LSH, c'est pour permettre aux enfants d'aller seuls justement en séjour sans hébergement, de partir la journée, d'avoir des activités avec des structures labellisées aussi et de pouvoir revenir le soir dans la famille. Donc, ça va être des séjours courts pendant les vacances scolaires où la famille, effectivement, qui veut concilier vie familiale et vie professionnelle, va pouvoir organiser l'activité de ses enfants sur la journée. Mais pour les vacances en famille, c'est vraiment le temps que la famille prend pour pouvoir partir en vacances avec ses enfants. Combien de jours à peu près en moyenne? Donc là, nous avons un séjour qui peut être aidé jusqu'à 7 nuitées. Ah, quand même, oui. Et chaque famille peut effectivement bénéficier elle peut, je veux dire, passer par exemple 3 nuitées sur une période et pouvoir partir après sur une autre période, sur 4 nuitées. Donc elle peut... oui, tout à fait. D'accord. OK. Bon, ben écoute, merci pour ça. Je rappelle donc l'accueil téléphonique de la CAF, la liste des structures labellisées et puis les réseaux sociaux, CAF Facebook, Twitter, Insta et les partenaires de la CAF. Tout à fait. Mais je peux aussi donner une dernière information. Vas-y. Effectivement, pour pouvoir aider le maximum de familles, une famille qui a bénéficié de l'aide en 2022 ne pourra pas repartir en 2023. Donc, c'est tous les 2 ans qu'une même famille peut partir avec nous. Pour permettre au maximum de familles de pouvoir bénéficier. Voilà. Ben, merci pour toutes ces informations. Et on souhaite à tout un chacun d'organiser ses vacances et de passer aussi. Il faut y penser dès maintenant, d'ailleurs. Il n'est pas encore trop tard. C'était la CAF à Casazotte et avec Mathilde Sinéus, la manager du pôle social, qui est disponible. Il est 13h22, un dernier point sur l'actualité Human News. Oui, on va parler de santé et du village santé. Je m'occupe de ma santé qui a été organisé sur les abîmes. Donc, c'est Cap Excellence qui a organisé cette manifestation pour permettre à la population de connaître les dispositifs de prévention, de sensibilisation et de dépistage en matière de santé. On va voir un reportage de Gianni Valverde. Nous sommes là dans le cadre d'une grande manifestation autour de la santé, journée santé, où nous avons plusieurs partenaires sur le site Cap Excellence qui sont là pour informer la population sur les dispositifs de santé qui existent, notamment des dispositifs gratuits, et permettre aussi à la population au pied des immeubles de se dépister tension, hypertension, diabète, toutes les maladies chroniques qui menacent de plus en plus la population guadeloupéenne. Cap Excellence tient à sensibiliser la population sur l'ensemble des problèmes qu'il y a, bien sûr en termes de prévention surtout, mais aussi de sensibilisation pour aller chercher l'information, nous emmenons les acteurs sur place. Nous avons une mission, c'est-à-dire d'aider une population de 21 ans à plus dans tous les domaines, surtout l'accompagnement social, des gens qui rencontrent des difficultés, des gens qui ne peuvent pas s'adresser aux institutions classiques. Nous sommes là pour les aider à faire leurs papiers, à les aider à avancer dans la vie au quotidien. C'est important pour nous de participer parce que notre outil, notre dispositif qui s'appelle le Fraternibus participe à, je dirais, le développement de l'accès aux droits des personnes et aussi, surtout aussi, participe à, je dirais, l'accompagnement, l'accueil-écoute de nos bénévoles du Secours catholique qui mettent tout leur cœur, toute leur volonté, toute leur bienveillance à vraiment aider les personnes à augmenter leur capacité d'agir. Les moyens pour soigner les autres et qu'elles n'ont pas payé parce qu'elles n'ont pas ni l'argent. Ils ont fait des analyses au niveau des IAZO, des KEAZO, tout un ensemble de dispositifs qu'il a, mais parfois, ils n'ont pas qu'à une information. Donc, à suggérer les autres, à inviter les autres, à poser les autres des questions, à chercher l'information, à chercher et pas mettre santé à en danger.
Voilà, 13h24, deuxième et dernière pause. On va se retrouver tout à l'heure pour le journal du campus Luminos avec Marilène Ferdi et la suite des informations avec Emmanuel tout de suite. Voilà, il est 13h29, pratiquement 30. C'est la dernière séquence du ZCL News. On va recevoir dans un instant Marilène Ferdi-Richaud. Bonjour. Bonjour Danick, donc voilà pour le JCL, le journal du campus Luminos. Le journal du campus Luminos dans un instant. On revient à l'actualité, mais avant on a notre focus du jour. Et le focus du jour, eh bien, il est intéressant. On va avoir, c'est un hommage à Marcus Mosiah-Garvey. Alors, pour les gens qui ne savent pas, Marcus Mosiah-Garvey est un afro-descendant journaliste militant politique. Il est né en août 87 à Sainte-Anne-Bay, en Jamaïque. Il est l'une des figures les plus importantes du nationalisme et du panafricanisme au XXe siècle. Considéré comme un prophète par le mouvement Rastafari, il est surnommé The Black Moses, le Moïse noir. En 1917, il fonde la plus grande organisation nationaliste internationale, The Universal Negro Improvement Association, UNIA qu'on l'appelait, créée pour le progrès, l'élévation générale et l'amélioration des personnes d'ascendance africaine dans le monde. Et c'est pas fini. Encore quelques images sur Marcus Garvey, deuxième partie. Alors, je le disais, précurseur du panafricanisme, il fut chef de l'Union des Afro-descendants du monde entier à travers le journal The Negro World. Il a été un promoteur obstiné du retour des Afro-Américains et des Afro-Caribéens vers l'Afrique. Back to Africa, le journal publie les prises de position de l'UNIA, des discours de Garvey. Il a également contribué à la renaissance d'Harlem. Les gouvernements coloniaux s'y opposent et la distribution va être interdite dans plusieurs pays africains. Vous vous rendez compte, à l'époque, même ici, un pays caribéen, la France. Marcus Garvey, le héros des Afro-descendants, il est mort le 10 juin 1940. Quelques images, si vous ne connaissez pas son visage, voilà. C'est lui qui avait créé le drapeau rouge, vert, noir. Il y a un groupe musical jamaïcain qui s'appelle Burning Spear, qui s'est beaucoup inspiré de Marcus Garvey. Il y a un titre d'ailleurs sous leur premier album en 1975 qui s'appelle Marcus Garvey. Et Marcus Garvey, ben, il n'est pas venu en Guadeloupe, malheureusement. Le bateau qu'il avait construit n'a pas eu le temps de voguer jusqu'à chez nous. C'est l'ancêtre du panafricanisme. On revient à l'actualité et là on part à Paris. Pas tout de suite, Paris. On va rester à Sainte-Anne dans un premier temps. Oui, Sainte-Anne avec l'élection de la Miss Sainte-Anne. Oui, tout à fait. Et 20 ans après donc l'absence de cette élection, une belle cérémonie s'est déroulée permettant à Aurélie Aramon-Kishnin d'être nommée nouvelle Miss Sainte-Anne. On va voir un reportage d'Olivier Moradel. Après 20 ans, je suis fier de cette belle événement que nous avons eu ce soir. Je félicite toutes les candidates. Je félicite les familles qui accompagnent ces candidates. Et c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de bien, mais vraiment, c'était vraiment excellent. Vêtue de sa robe rouge, n'est autre que Aurélie Aramon-Kishnin. Miss Sainte-Anne 2024. Et donc vous l'aurez compris, la première dauphine n'est autre que Océane Jochel. Voilà votre Miss. Ça représente beaucoup. Grâce à ça, on va pouvoir faire avancer différentes causes et représenter la ville, accompagner le maire dans différents événements. C'était un peu stressant, les préparations. Ça a duré longtemps aussi. On avait mal aux pieds, mais on a continué à s'entraîner. C'est la santé mentale chez les jeunes. Car notre état de pensée aujourd'hui, je suis persuadée que ça définira notre vie de demain. Il est important que chaque enfant se sente bien dans sa tête, dans sa peau. La Miss Sainte-Anne 2024, après 21 ans, je précise, et il faut signaler que la Miss Sainte-Anne 2003 a tenu la couronne pendant 21 ans. Donc elle a remis cette couronne à Miss Sainte-Anne 2024. Donc c'est une satisfaction totale. Alors je précise que cette Miss Sainte-Anne, je souhaite qu'elle aille à l'élection de Miss Guadeloupe et si après Miss Guadeloupe, aller à Miss France. C'est mon souhait. La suite.
Oui, on va se rendre sur le Moule. On va après aller sur Paris, donc sur la commune du Moule où il y a eu une compétition de pétanque Timoun Caraïbes. Donc cette manifestation a été d'abord créée sur Saint-Barth depuis l'an dernier et vise à développer des délégations en matière de pétanque pour permettre aux enfants de se challenger, de partager ce sport. On va voir un reportage d'Olivier Moradel. Le challenge Timoun Caraïbes, ça se fait en doublette et en tête-à-tête. Alors, on a pour chaque catégorie, donc hier on avait les doublettes au niveau des cadets, minime cadets, et aujourd'hui les tête-à-tête juniors. Voilà. Donc, deux avantages, hein. C'est vrai que c'est un multipartenariat entre le comité départemental et l'UNSS régional. Donc tout ce qui est doublette se fait au niveau fédéral et tout ce qui est tête-à-tête se fait au niveau UNSS. Ce qui fait un beau partenariat dans l'intérêt des enfants qui sont au collège pour la plupart. Donc ça se passe bien, on a la première partie. Voilà, on a 8 à 10. On vise les champions de France. Hein. Voilà. Mais premièrement, un titre, si je gagne. Deuxièmement, voyager, connaître les autres niveaux, apprendre les autres joueurs aussi. Et c'est ma première compétition où je voyage, donc ça m'apporte beaucoup de choses à peu près. Hier j'ai gagné, j'étais première, vainqueur. Et aujourd'hui, c'est mon premier match et je suis assise partout. Cette compétition a été créée l'année dernière, donc le challenge des Timounes à Saint-Barthélemy, où nous avons créé cette compétition pour pouvoir justement concourir contre la Guadeloupe, la Martinique, justement essayer d'avoir d'autres délégations pour justement avoir un peu plus de challenge et que les enfants puissent aussi rencontrer d'autres enfants et ils partagent la même passion, ils ont le même loisir, même passion, donc, et on est ravis justement que tous les enfants s'entendent et puissent partager ensemble ce sport. Ici nous avons 15 jeunes, nous avons 10 minimes, 5 cadets entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc sur nos petites îles, nous avons quand même tous ces jeunes, donc on est content qu'ils ont pu tous venir et participer à ce beau événement. Je profite de l'opportunité pour les remercier parce que sans eux on ne peut pas faire grand chose, parce que ça coûte vraiment cher, ne serait-ce que l'hébergement. Et pour cela, la ville du Moule a été un partenaire primordial. Et le club aussi de pétanque, la MP du Moule, par son président, M. Alagapin David, qui nous ont reçus dans des conditions idéales, des terrains bien préparés, des bénévoles qui sont au service des jeunes. Non seulement ça, on a eu des clubs partenaires, hein, le Fonds Cacao, la base, le club de M. Louisan qui nous ont aidés, qui ont apporté leurs finances, certains parents. Donc je tenais vraiment à remercier tous ces gens-là qui, grâce à eux, font compétir ces enfants aujourd'hui dans de très bonnes conditions. Voilà, et maintenant direction Paris, on va parler de la 120e édition de la Foire de Paris qui se déroule jusqu'au 12 mai. Et la Guadeloupe est représentée avec différents artisans, artistes, gastronomie, on parle aussi poésie et littérature, et Maurice Cessy était parmi eux. On voit un reportage ensemble. Alors nous avons voulu cette année, c'est vrai qu'on a l'habitude de venir, mais pas forcément en tant qu'exposant, nous avons vu comment ça se passe. On s'est dit cette année, on va se faire plaisir, et parce qu'en termes de visibilité, c'est une excellente opportunité, puisqu'il y a quand même une foule importante sur 2 jours, et c'est des gens forcément, on n'a pas l'habitude de l'opportunité de croiser, de rencontrer. Donc ça, c'est déjà un fait. Donc on a pris, puisque vous ne vous cachez, ça coûte hein, pour avoir un tel stand, on s'est partagé ce stand-là. Donc il y a une partie littérature, puisque moi-même je suis d'abord poète, écrivain poète, donc je fais son ouvrage. Il y a Le pouvoir des beaux salles, Aphorisme abécédaire de mes pensées confinées, Entrailles, c'est un ouvrage plus sur la valorisation de la langue créole, et puis Parole à mon entend, Us et coutumes, nos messes et l'habitude, voilà, pour ce qui est parti, donc la partie littérature. Et on s'est partagé le stand avec Madame Cécile qui également fait de la littérature, et Nesso qui propose ses produits, voilà. Alors je suis présidente d'une SAS qui s'appelle Tiracounter, qui est une maison d'édition en littérature jeunesse. Et donc je présente aujourd'hui mes héros raccoons, puisque j'ai inventé tout un univers de raccoons, donc des ratons laveurs, que je mets en scène dans des histoires pour enfants. Voilà, donc je présente 2 livres aujourd'hui. Un avec Mesmin le raccoon, qui découvre ses 5 sens à travers la dégustation d'une cassave, et Sky le raccoon, qui lui malheureusement est victime de harcèlement scolaire. C'est vous qui écrivez les histoires aussi ? Voilà, c'est moi qui suis autrice depuis 2018. D'accord. Les illustrations également, ou vous faites
intervenir une autre personne? Alors je fais intervenir quelqu'un qui s'appelle Marvin Kawamura, qui a également créé la société avec moi. Et voilà. Mais moi j'écris, j'aurais tant aimé savoir dessiner, mais c'est pas le cas. Donc vous vous inspirez en fait de la Guadeloupe? Exactement. En fait, j'ai créé un univers pour que les enfants puissent s'identifier. Voilà. Donc c'est pour ça que dans nos livres, il y a toujours un petit point culturel où on peut apprendre des choses. Donc on apprend les 5 sens avec Mesma, mais on apprend aussi ce qu'est le manioc. Voilà, bien, c'est l'heure maintenant du journal du campus. Bonjour Marlène. Alors je tiens déjà à m'excuser parce qu'on a pour le retard. Oui. Je sais qu'il y en a qui attendent à 13h30. Donc nous voilà. Donc aujourd'hui, on va surtout de l'édito aborder la problématique de l'état des lieux de la filière audiovisuelle en Guadeloupe. Avant, on voit le générique. Merci. Petit souci pour le générique? Il est arrivé par bateau. On le passe ou pas, le générique? On le passe. Voilà. Ça y est? Bon, on va y aller. Hein. On verra à la fin, on va le passer à la fin. Alors, donc, la rubrique édito aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la filière audiovisuelle? Alors, déjà, on va se mettre d'accord sur ce qu'on entend par audiovisuel. Alors, l'audiovisuel, historiquement, repose sur 3 piliers. La production télévisuelle, la production radiophonique et cinématographique. Sauf que, il faut savoir, au niveau du campus, nous assurons ce qu'on appelle une veille. Et depuis ce travail de veille, on se rend compte qu'on peut ajouter un 4e pilier, qui est le pilier des réseaux sociaux, et spécifiquement certaines plateformes, notamment TikTok, YouTube. Et ça commence depuis peu, depuis quelques mois, Instagram, où on a des formats de films, de vidéos, de contenu audiovisuel spécifiquement pour ce type de plateforme, mais aussi avec une professionnalisation des métiers tels que vidéastes, puisque nous avons vu la carrière de nombreux, alors on appelle ça à l'époque youtubeurs, mais on va appeler ça plus vidéastes, et donc qui vivent et continuent à vivre de leur contenu. Donc, alors au niveau, en Guadeloupe, alors en Guadeloupe, on va dire déjà sur la filière, Danick, que c'est une filière qui est jeune, qui est émergente. Alors la Guadeloupe est assez bien située en termes de production audiovisuelle au niveau de la France, puisque si, mis à part Paris, qui est la ville capitale, on peut dire que la Guadeloupe fait partie des top 4 des régions en termes de dynamisme audiovisuel. Donc on a la région PACA, qui est en numéro 1 avec Cannes. On a la région Nouvelle-Aquitaine, qui est assez dynamique et plus située en Bretagne. On a la Réunion, voilà, qui est un petit peu en avant, et arrive la Guadeloupe, qui a une production cinématographique assez intéressante. Et ce décollage, Danick, on le doit, il faut le reconnaître, à une série qui dure depuis tantôt, je ne sais même plus depuis, en tout cas on va dire depuis plus de 6 ans, et si je me semble même qu'on avoisine plus de 8 ans, Death in Paradise. Alors il faut savoir que, alors on reste toujours sur des généralités, il faut compter autour de 700, donc c'est une filière où on a 700 techniciens, artistes, mais aussi qui travaillent dans l'audiovisuel en Guadeloupe. Alors j'ai bien précisé l'audiovisuel sous les 3 piliers et le 4e pilier. Alors en matière de formation, ça donne quoi? Alors on va faire un distinguo entre la formation en milieu scolaire, donc pour l'essentiel au niveau du second degré, les lycées, la formation universitaire et la formation continue qui s'adresse plus aux demandeurs d'emploi et aux professionnels. Est-ce qu'on peut dire que c'est une filière qui soit porteuse d'emploi? Alors, avant d'arriver là, alors je vais quand même dire que la formation audiovisuelle, donc déjà, dans la voie générale et technologique, on a 6 lycées.
Mais attention, quand j'avais fait cette annonce il y a 3 ou 4 ans, certains avaient sauté de joie en disant qu'on a un vivier. Sauf que les lycées qui font l'option audiovisuelle, pour l'instant, ne constituent pas un vivier puisque la quasi-totalité des élèves ne poursuivent pas dans l'audiovisuel et cinéma. Donc nous avons à ce titre interpellé la direction des affaires culturelles, donc le représentant du ministère de la Culture, qui finance l'option pour qu'on aborde aussi les aspects de métier. On a 2 lycées qui ont la spécialité, donc dans le cadre de la réforme du bac, donc cinéma audiovisuel, Pointe-Noire, le lycée de Pointe-Noire et le lycée Sonny Rupert de Sainte-Rose. Après, on va remonter toujours en lycée, Dani, qu'on a le fameux BTS des métiers de l'audiovisuel, que nous connaissons tous. Okay. Et on a une formation, alors avant d'arriver au BTS, on a une formation toujours à Pointe-Noire qui est méconnue, c'est le bac plurimédia. Donc, c'est une formation qui se destine à faire du graphisme, de l'infographisme, dans le domaine de la publicité. Alors, je rappelle, parce que, voilà, la publicité fait partie de l'audiovisuel. Et pourquoi j'insiste à telle enseigne que là, selon les chiffres de l'AFDAS, donc qui est l'OPCO, il faut savoir que c'est le secteur qui est le plus pourvoyeur en termes d'emploi. Alors, s'il doit avoir des niches en matière d'emploi dans l'audiovisuel, moi, ça sera plus ce secteur-là, le secteur de l'audiovisuel, plus que le secteur du cinéma, parce que le cinéma, il faut dire qu'on est sur des emplois ponctuels, puisqu'on est sous de l'intermittence. Oui. On en reviendra, hein, puisque ça aussi, c'est une grosse problématique en développement de la filière. Après, il y a une formation qui est méconnue, donc il y aura un focus ce vendredi sous cette formation. C'est le fameux BUT, donc Bachelor universitaire et technologique, donc qui se fait en 3 ans à Saint-Claude, à l'IUT de la Guadeloupe, donc des métiers multimédia de l'Internet. Pour moi, c'est la formation idéale pour toutes les entreprises qui ont besoin de visibilité et qui, on forme des jeunes, mais qui ont une polycompétence. Donc, ils maîtrisent la photographie, ils maîtrisent la vidéo, dans son ensemble, hein. Ils maîtrisent tout ce qui est rédaction web, parce que je tiens à signaler, avec ce BUT, vous pouvez poursuivre dans le journalisme. Et donc, nous avons aussi une autre formation, toujours dans le Bac+3, et là, on retourne dans le secondaire, qui est au lycée Raoul Georges Nicolo. C'est le DNMAD, donc de diplôme. Donc c'est un diplôme qui se fait en 3 ans et qui se fait plutôt en lycée. Donc, option petit espace, et qui peut former au métier de scénographe, sachant qu'en Guadeloupe, on n'a pas beaucoup de scénographes. Presque pas du tout. Presque pas du tout. Alors, en dehors de ça, moi, il y a d'autres métiers auxquels on ne pense pas. Moi, je pense tous les bacs pro coiffure et esthétique, parce que quand je regarde le profil des coiffeuses esthéticiennes dans le milieu de l'audiovisuel, leur cœur, donc leur profil, viennent pratiquement toutes de ce milieu. Je parle aussi des formations de CAP coiffure et autres qu'on a aussi à la Chambre des métiers, qu'on va répertorier. Et il y a une autre formation à laquelle on n'a pas pensé, ça aussi, c'est MELEC. C'est des formations sous les métiers de l'électricité. Pourquoi? Parce que quand on regarde le métier d'éclairagiste, Danick, le cœur d'activité reste l'électricité. Et je tiens à rappeler que j'ai ouï dire que sur certaines productions cinématographiques, il y a des éclairagistes qui n'ont pas ces fameux agréments, ces fameux accords, ces fameux agréments que doivent avoir tout électricien, parce qu'il y a ce métier qui est très contrôlé, et c'est pour ça que nous, on met en avant cette formation de MELEC. Simplement, cette formation va nécessiter, Danick, ce qu'on appelle une formation complémentaire pour leur donner toutes les compétences sur l'environnement de l'audiovisuel et le statut. Alors, on va poursuivre notre édito. Alors, notre édito, vous comprenez bien qu'en 5 minutes, je ne peux pas faire le tour de la filière. Mais il y a quand même une question que je n'ai pas de réponse. Les métiers en tension. Alors, les métiers en tension, déjà, dans le milieu de la radio et radio et télévision, alors vous avez vu que notre paysage de radio et télévision a été très sinistré, surtout la télé, puisque nous sommes passés de 4 à 2 télés, n'est-ce pas? 2,5. Et c'est quoi la demi? Il y a ETV. Ah oui, il y a 3 télés, ETV. Et donc, on a quand même 2 médias qui recrutent régulièrement, je tiens à le dire, Guadeloupe la Première et RCI, chaque année recrutent des étudiants sortis du BTS. Et ça, il faut le dire. Et donc, les métiers en tension, Danick, dans la filière cinématographique, la particularité, ce sont des besoins ponctuels. Je tiens à rappeler au grand public, la particularité du cinéma, c'est qu'on est sous des emplois saisonniers. Et donc, parmi les métiers en tension, mais là, c'est particulier parce que ça concerne aussi bien la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, c'est le métier de directeur de production. Il semblerait aussi qu'il n'y ait pas assez de script. Donc ça fait partie des métiers en tension.
Et après, moi, je dis, il y a aussi des niches qui ne sont pas exploitées. La publicité, c'est une niche qui n'est pas exploitée. Donc, à tous les jeunes là, qui veulent se lancer de la production audiovisuelle, pensez à la publicité, notamment sur les réseaux sociaux. Et autre niche, Danick, on y reviendra, c'est tout ce qui est film d'animation et jeux vidéo. C'est une niche très intéressante. Oui, qui est particulière, ouais, quand même, hein, parce que ça demande une formation pour les jeux. L'animation, c'est vraiment, ça s'improvise pas, je veux dire. Mais comme tous les métiers, Danick, Ah excuse-moi. non, je suis là. Ah, parce qu'il y a des métiers qui s'improvisent. Alors là, par contre. Non, je dis que ça s'improvise pas, c'est-à-dire qu'on ne se décide pas comme ça. On peut, par exemple, créer un teaser comme ça en regardant Canva, etc. Mais pour l'animation. Alors, je vais vous faire sourire, hein, Danick. Il faut savoir qu'on a beaucoup de jeunes qui n'ont suivi aucune formation et qui font un travail extraordinaire. N'oubliez pas, on a une petite génération là, des milléniums qui sont nés avec les réseaux sociaux. Mais oui, alors pourquoi? Alors, on va rapidement faire. C'est vrai qu'il y a l'école parallèle 14 qui fait le bachelor. Mais c'est trop coûteux. C'est 12 000 €. Ça veut dire qu'il y a au moins 80% de nos élèves qui n'auront pas accès. Donc là, il y a toute une réflexion à mener parce que c'est une niche. Et la Réunion, on voit la Réunion, comment la production autour de l'animation et des jeux vidéo est en train d'être reconnue. Et donc, forcément, ça se traduit en termes d'emploi. Et donc, moi, je lance un appel pour une filière universitaire orientée, notamment sur les jeux vidéo et films d'animation, qui, pour moi, c'est là qu'on va retrouver une bonne partie des métiers d'avenir qui concernent notre jeunesse. Voilà, Daniel. Nous aurons l'occasion de se revoir vendredi. Alors, on n'a pas eu au début, on l'aura à la fin, le générique de début qui sera un générique de fin. C'est parti. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Logiciel vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Voilà, on se retrouve vendredi. On revient rapidement sur la journée. On a reçu Daniel Dulac tout à l'heure, le président de la commission sport. On a fait avec lui le bilan des U16, ce petite Coupe du monde des jeunes qui s'est déroulée pendant 3-4 jours en Guadeloupe. On a parlé aussi avec Joël Damas qui a écrit un ouvrage extraordinaire, Chronique de mes renaissances. Lis-moi si tu peux. Elle a expliqué un peu l'histoire de sa vie. C'est vraiment extraordinaire comme livre. Mathilde Sinius est venue pour nous parler un petit peu des vacances organisées dans le cadre de la CAF. Elle a donné toutes les méthodes. Il faut peut-être les rappeler rapidement, Mathilde. Oui, il s'agit de l'aide de vacances famille, donc pour les familles qui effectivement ont reçu leur notification de droit. Et là, elles peuvent appeler les structures qu'elles ont choisies par le biais du CAF.fr, de nos réseaux sociaux et partenaires, pour pouvoir réserver leur structure de vacances pour passer de belles vacances en famille. Avec Marilyn Ferdi, on a fait le point aujourd'hui sur l'édito. On a vu un petit peu ces métiers, mais il va falloir qu'on y revienne. Et vendredi prochain. Alors, vendredi, on va aborder des métiers et des formations. Donc, c'est le 3 décembre à 13h30. Le 3 le 3, pas décembre, je suis fatiguée. Oui. Le 3 mai à 13h30. Voilà, donc vous avez déjà vu qu'il y a déjà un petit peu de retard. Donc, soyez patiente entre 13h30 et on va dire 13h40. Voilà. Et on va revenir sur l'actualité avec Iman. Oui, au niveau de l'actualité, on est revenu sur les incendies de Pointe-à-Pitre et notamment la réaction du maire de Pointe-à-Pitre qui déplore à nouveau ces problèmes. On est aussi revenu sur l'hommage rendu à Cédric Cornet ce samedi au boulodrome de la Dacha par différents artistes lors d'une soirée publique. On a évidemment vu le village Santé, je m'occupe de ma santé qui a eu lieu sur la commune des Abîmes, organisé par Cap Excellence pour faire connaître les dispositifs en matière de prévention, sensibilisation et dépistage. Il était question de l'élection de Miss Sainte-Anne, donc qui est Aurélie Aramon-Kishna, nouvelle Miss Sainte-Anne depuis ce samedi après 20 ans d'absence. Et on a parlé de la compétition de pétanque donc sur la commune du Moule, Timone Caraïbe, pour permettre à ses enfants de partager cette passion du sport. On a parlé aussi de la foire de Paris avec Maurice Cessé. Voilà, il est exactement 13h53. On a tenu notre timing. On se retrouve demain. Non, pas demain. Demain, c'est férié, je crois. Non, c'est mercredi férié. Demain, c'est mardi. Non, demain, c'est mardi. Après, on n'est pas encore férié. Puisque demain, on va recevoir le procureur de la République avec lequel on va faire un petit peu le point de plein de problèmes. Il a un petit focus sur divaguer. Dave Martial, Patrice Hulman, c'est parti.